Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonne action de grâce, Stéphane. Oui, joyeux congé à toi. Mais toi, t'es en France, c'est pas congé aujourd'hui, là. C'est clair qu'on n'a pas sorti les attaquas puis la dinde ici, c'est autre chose. Okay, ça va être encore le spectateur, je pense. Bon, parlons de nos affaires internationales, en commençant aux États-Unis avec... il y a beaucoup de sondages, énormément de sondages qui sortent pendant une campagne, mais celui du New York Times, évidemment, a toujours une crédibilité, peut-être une coche plus grande, en tout cas à cette étape-ci, là, où on est à 3 semaines des élections. Et l'impression qu'on a, c'est que chaque semaine, les choses vont un peu mieux pour M. Trump. Alors, dans l'ensemble, quand on mesure les États-Unis, Mme Harris a une légère avance. Ça a été confirmé dans le sondage du New York Times. Il y a de nouveaux sondages qui sont sortis hier. ABC, NBC, où on voit que pour la première fois depuis quelques semaines, l'écart national s'est rétréci. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est toujours les fameux États clés. Et ma référence, une de mes références, je parle des fois de Nate Silver, qui est plutôt bon, mais aussi c'est la somme des sondages faits par Real Clear Politics, c'est-à-dire que eux vont pas se fier à un sondage, ils font une somme de sondages. Un amalgame, là, ouais. Exact. Et c'est continuellement intégré, la nouvelle information. Et depuis une semaine, on voit que dans ces fameux États clés, 7 ou 9, selon les calculs qu'on fait, la marge de M. Trump a augmenté de 0,2 de point. Mais là, il serait entre 0,3 et 0,4 % en avance sur Mme Harris dans ces États clés. Or, on le sait, c'est pas que le reste du pays compte pas, mais il compte pas. c'est la vérité. C'est que ça va jouer dans ces quelques États auprès de quelques électeurs et qu'historiquement, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est mieux calibré, mais les intentions de vote à l'endroit de Donald Trump ont toujours été sous-estimées. Et là, je peux pas parler d'un fort momentum, mais il y a un petit momentum qui se dégage depuis une dizaine de jours, 2 semaines, et qui commence à s'exprimer dans ces sondages qui reflètent les intentions de vote dans les États dits clés ou pivots. Ouais. Mais si aujourd'hui, j'allais dire, si aujourd'hui, moi, je faisais une prédiction, puis, et encore une fois, ça me démange pas parce que je ne sais pas. Si on savait, on serait tous très riches, on saurait comment parier. Mais si j'avais à calculer les probabilités et que je devais parier aujourd'hui, ça peut changer dans 3 semaines. Je dirais que c'est M. Trump qui passe. Puis ça peut être tout à la fois une victoire extrêmement serrée au collège électoral, puis ça peut être en vertu de toute petite marge, une victoire beaucoup plus importante. Ça peut jouer à 270 votes au collège électoral, mais ça peut jouer à plus de 300 aussi. Puis on parle de quelques milliers de votes qui se déplacent. Ça serait sur les probabilités, ce sur quoi je voterais lundi, jour de l'élection. Mais c'est ça. Écoute, moi, personnellement, je suis d'accord, ça sent la victoire de Trump, là. C'est vraiment ce qu'on voit se profiler présentement. Mais en partant, là, il y avait 2 types d'États clés, là. Ceux plus au nord, ceux plus au sud. Ouais. Moi, mon impression, c'est que tout ce qui est plus au sud, évidemment, plus au sud, par définition, tu es plus proche de la frontière avec le Mexique, plus proche des problèmes de passage incontrôlé à la frontière. Ça, à cause du thème de l'immigration, ça semble devenu presque tout acquis à Trump, là. L'Arizona, alors, il est effectivement avec des marges plus costaudes en Arizona. Puis il y a un paradoxe là aussi parce que la candidate archi-pro-Trump, Mme Lake, au Sénat en Arizona, tire de l'arrière face à son adversaire. C'est donc dire qu'il pourrait y avoir un découplage. Donc les démocrates pourraient gagner dans l'État, mais perdre la présidence, perdre Mme Harris. Tout à fait. Et souvent, il y a quand même une mécanique de ce qu'on appelle le coattail, c'est-à-dire qu'on est sur la queue de pie. Quand le candidat en haut du ticket fait bien, ben ça a un impact en cascade sur les courses à la Chambre des représentants au Sénat et même pour des jobs plus locaux où les démocrates vont être favorisés par une forte candidate ou républicains par un fort candidat. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit découplage au Sénat, en Arizona, même si M. Trump demeure, je dirais pas favori, mais avec une
confortable marge qui, selon les sondages, oscille de 4 à 6. Mais le Sud, c'est pas égal. L'Arizona puis la Géorgie, deux batailles complètement différentes. L'immigration pèse différemment. Des États aussi composés démographiquement très différemment. Mais c'est tout à fait pensable que Trump pourra mettre la main sur la Géorgie. Moi, je pense que là où il y a des fissures qui sont plus inquiétantes pour les démocrates, c'est dans le mur bleu, la Rust Belt. Le Wisconsin, le Michigan. Et la Pennsylvanie particulièrement. On pourrait mettre l'Ohio, qui n'est pas menacé, je pense que ça va être républicain, mais ça fait partie de ces États. Il est parfaitement possible, c'est tellement serré que c'est un exercice inutile de dire « je sais avec certitude », nous ne savons pas, mais je pense qu'il est tout à fait possible d'imaginer que, par exemple, en Pennsylvanie, M. Trump fasse mieux que ce qu'on prévoit, comme ça a été le cas en 2016 et comme ça a été le cas en 2020, même s'il n'a pas gagné la Pennsylvanie, il a fait beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Et là, il y a un facteur, peut-on parler d'un facteur X qui s'est joint à l'équation? Ouais. Est-ce qu'il va devoir, s'il gagne, est-ce qu'il va devoir sa victoire à Elon Musk? Franchement, non. Non. Je pense que s'il gagne, il pourra devoir sa victoire à lui-même, un combat qu'il mène depuis 2 ans contre vents et marées et contre 2 tentatives d'assassinat. Je pense qu'il peut se dire qu'il est un peu responsable. Est-ce que le facteur X va, dans les derniers kilomètres de cette course, avoir un impact? Je le pense. Il était timide au printemps, ne savait pas trop. M. Musk a toujours dit qu'il était d'abord et avant tout un démocrate. Il ne l'est clairement plus. On en a parlé la semaine dernière. Il y a un discours sur l'immigration qui est en train de changer la carte électorale américaine. Il s'est prononcé officiellement le 13 juillet en faveur de M. Trump, quelques minutes après la tentative d'attentat, la première. Et là, il investit beaucoup. D'abord parce que les républicains, en termes d'argent, tirent de l'arrière par rapport aux démocrates, et beaucoup. On parle de centaines de millions de dollars en moins dans les coffres de l'organisation de campagne, mais surtout de ces fameux PAC, de ces Political Action Committees qui sont très riches et qui peuvent dépenser comme ils le veulent. Alors, ils compensent là. Mais plus encore, et c'est là que c'est une variable qu'on ne connaît pas mais qui m'intéresse, il s'est installé en Pennsylvanie, M. Musk, et a demandé à certaines de ses équipes de s'y installer pour faire sortir le vote, pour faire en sorte que dans ces États du Rust Belt, pas juste en Pennsylvanie, on inscrive sur les listes électorales des gens qu'on soupçonne d'être des électeurs pro-Trump, mais qui n'y sont toujours pas inscrits. Un travail que normalement les démocrates font très bien, beaucoup mieux que les républicains. Alors là, il y a un travail à la base avec du retard. C'est normalement tu le sais, en campagne, c'est des enjeux qui se préparent des semaines, sinon des mois d'avance. Mais là, il y a un blitz tous azimuts qui ressemble étrangement aux crises que M. Musk a gérées dans ses entreprises, que ce soit chez Tesla ou dans son système aérospatial, où il dort sur place puis il essaie de trouver des solutions. Image un peu mythifiée du super-héros. Mais c'est exactement la recette qu'il applique, parce qu'il a décidé qu'il était all-in à la blague. Il a dit combien de temps pensez-vous avant que je me retrouve en prison si les démocrates sont élus? Ça donne quelque chose de l'idée. Mais si Trump est élu, il va devenir quand même un personnage hautement influent, là. Il n'y a pas de quand même. Il sera probablement un personnage influent. Il y a d'ailleurs déjà une promesse qui a été faite à M. Musk, c'est qu'il serait responsable d'un comité des sages ou pas qui verra aux mécaniques efficaces de l'État. Comment faire en sorte, tu me diras non plus que c'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre de gamique. Mais réformer l'État. Réformer l'État, le rendre plus efficace. On se rappellera que quand M. Musk est arrivé à Twitter, lorsqu'il avait acheté, il y avait son évier dans les mains. Il est arrivé avec littéralement un évier parce qu'il allait, je pense, passer au drain beaucoup d'employés. Et de fait, c'est 70% de la main-d'œuvre de Twitter qui a été congédiée. Il fonctionne aujourd'hui avec X, avec 30-40% des employés qu'ils avaient avant qu'il n'achète. Est-ce que ça fonctionne mieux, pas bien? J'ai pas l'expertise pour le dire. Je peux dire que lui, quand il fait le ménage, il le fait pas à moitié. Ouais. Je pense pas qu'il aura jamais cette marge de manœuvre avec l'appareil de l'État, mais c'est un peu le message fort et peut-être caricatural qu'on envoie. Lui va faire le ménage. Un mot sur Israël qui se prépare à une opération. Et là, on revient, oui, il y a des opérations sur le Liban, mais tu veux nous parler de ce qui se prépare à Gaza?
Je vais le faire très rapidement. On aura l'occasion d'y revenir probablement cette semaine. Ça se discute, c'est pas officiellement encore annoncé. Hier, dimanche, on a envoyé aux Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza des informations leur disant qu'ils devaient évacuer, un peu comme quand on a commencé les opérations militaires il y a à peu près 1 an. Et le soupçon qu'il y a en ce moment, c'est que l'armée israélienne pourrait occuper plus durablement le tiers nord de la bande de Gaza pour y faire complètement le ménage, pour être une force d'occupation peut-être, des mois, des années, on ne le sait pas, les intentions, je fais bien attention, les intentions de Tsahal, de l'armée ne sont pas officiellement annoncées, mais ça commence à filtrer, ça commence à ressembler à ça. Évidemment, c'est pour toutes les populations qui ont été traumatisées depuis 1 an et qui étaient peut-être rentrées tranquillement en essayant de se reconstruire une vie dans des univers qui, pour l'essentiel... Alors là, on redéplace des dizaines, des milliers de personnes, là. Et parce que je fais un lien avec la campagne électorale américaine, on est très, très loin de ce qui a été promis, ou enfin jamais promis par les Israéliens, mais par l'administration américaine, un cessez-le-feu, libération des otages, une plus grande normalisation des conditions de vie pour les Gazaouis. On est très, très loin de ça. Est-ce que ça pourrait ressembler à un jusqu'au-boutisme de M. Netanyahou qui n'a rien à perdre de ce que les démocrates perdent, c'est le cas de le dire, parce que lui, son meilleur allié politique, c'est Donald Trump. Et on le sait, il y a des électeurs musulmans, pas nombreux, mais qui dans des États clés, au Michigan, entre autres, ont eu un ascendant pendant les primaires. Et en faisant ce geste, en poussant jusqu'au bout sa logique guerrière, qui est peut-être la bonne de son point de vue, ben, il met certainement, en tout cas dans les câbles, Joe Biden et celle qui fait campagne, Mme Harris, et peut-être que ça fait son affaire. Oui, effectivement, parce que ils n'iront pas voter, ces musulmans-là, ils n'iront pas voter pour Trump. Mais s'ils sont déçus de Biden, s'ils trouvent que Biden ne fait rien, ils vont rester chez eux. Exactement. Exactement. Stéphane, merci. Salut. On s'en parle demain. Bye-bye.